Bonsoir Jean-Luc Mélenchon, merci d'être notre invité ce soir. Vous êtes le président du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale. La réforme des retraites, 42e jour de grève, les propos d'Emmanuel Macron sur les violences policières, bien d'autres sujets. Nous sommes ensemble pour en parler. Mais d'abord, vous avez entendu que Ségolène Royal a été en quelque sorte licenciée de son poste d'ambassadrice des pôles et qu'aujourd'hui le parquet national financier a annoncé qu'une enquête préliminaire était ouverte sur la manière dont les fonds de son poste d'ambassadrice étaient utilisés. C'est formidable, non? Je ne peux pas m'en amuser parce que je crois que c'est grave. Elle fait bonne figure. Mais enfin, en août, elle déclare qu'elle pourrait être candidate à la présidentielle. Et aussitôt, la machine se met en route. On commence à... Des gens découvrent tout un coup qu'elle ne fait pas ce qu'elle devrait faire. Et puis, pour finir, on lui annonce qu'elle va peut-être être mise... il y a une enquête préliminaire, oui, attention, on n'est pas du tout... Écoutez, si vous me posez une question, alors... Oui. Donc, c'est normal, vous avez raison. Tout est normal. Non, pas du tout, je que vous pose dans la ce question. pays, quelqu'un annonce qu'il est candidat à l'élection présidentielle. 3 mois après, il a le parquet national financier. Il est viré de son poste. Bon, c'est ce qui arrive à madame. Et puis, dans tout ça, il y a quand même un grand absent dans la discussion, c'est les pôles. Figurez-vous que ça a une importance pour les Français. Michel Rocard avait fait des choses magnifiques dans ce domaine. Pour le pôle Sud, pour interdire l'exploitation. Et puis pour les Français, le pôle Nord, c'est aussi un grand débat parce que tout le monde veut savoir à qui appartient ce qu'il y a dessous. Et nous, les Français, on a quelque chose à dire là-dessus. Oui, mais Jean-Luc Mélenchon, on lui reproche à Ségolène Royal de ne pas en avoir fait assez sur les pôles, justement. De ne pas avoir été présente. Qui est-ce qui fait ça ? Ah ben, des gens qui sont présents dans ces réunions. Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous avez peur de le dire? Non. Des journalistes de France Info ont décidé que Madame Ségolène Royal ne faisait pas son boulot. Et donc, à partir de ça, suivant la mécanique habituelle, moi j'en sais rien, j'ai même pas été demandé qu'est-ce qui était vrai, qu'est-ce qui n'était pas vrai. Mais je remarque ça, elle est candidate en août, aussitôt, curieusement, on s'intéresse à ce qu'elle fait, pas sur l'épaule, ni même quelle est la politique des Français, parce que Madame Ségolène Royal, si j'ai bien compris, est ambassadrice. C'est pas les ambassadeurs qui fixent la politique, c'est le pouvoir exécutif. Donc, quelle est la politique des Français à propos de ces pôles, et qu'est-ce que Madame Ségolène a fait ou pas? Je veux pas la défendre, je suis pas son avocat, mais juste quand même, je fais là, vous la remarquer. soutenez bien, hein. Là vous dites qu'elle est victime d'un acharnement politique, quoi. En fait, je dis les choses comme je les sens. Et c'est pas parce que quelqu'un est un adversaire politique pour moi ou un adversaire dans la vie sociale que pour autant je suis prêt à ramasser toutes les pierres qui passeraient à portée de main pour les lui jeter. Mais je vous fais remarquer comment tout ça s'enchaîne. Vous pensez que ce serait une candidate à la présidentielle sérieuse et par exemple sur des sujets comme l'écologie, comme l'ordre juste, comme la démocratie participative? Elle a un passé. Je ne pense rien sur le sujet. Oui, mais ne me demandez pas en plus de choisir les candidats à la présidentielle des autres. Bien sûr, mais enfin, est-ce que elle vous paraît avoir des qualités pour l'être? Madame, vous êtes vous-même en train d'expliquer pourquoi ils ont pris ça au sérieux. Parce qu'elle a déjà été candidate à l'élection présidentielle. Je voudrais peut-être vous le rappeler. Bon, et elle s'était retrouvée au 2e tour, en face de Monsieur Sarkozy. Donc clairement, ils se disent, cette socialiste-là, elle pourrait grignoter encore un peu sur les électeurs de Monsieur Macron. Peut-être qu'elle pourra en récupérer. Mais ça, c'est un règlement de compte entre eux. Hein. Ouais, elle ne pourrait pas récupérer certains de vos électeurs? Je ne sais pas, madame, je ne sais même pas si elle est candidate. Bien je dis sûr, juste qu'elle l'a été. Je vous dis juste ceci, parce qu'il faut parler sérieusement. Elle annonce en août qu'elle peut être candidate. Nous sommes en janvier. Elle a le parquet national financier sur le dos. Voilà, c'est tout. Et alors, vous savez, c'est les mots. Le parquet national financier. On part d'une enquête, entre guillemets, de journalistes qui mettent en cause l'usage qu'elle fait de ses assistants. Attendez, alors elle a répondu sur Facebook. Bon, on passe pas la soirée là-dessus, si vous voulez bien. Non, c'est pas du tout. Mais elle dit que c'est une enquête parfaitement légitime dans une démocratie où la transparence sur les fonds publics est de rigueur. Parfaitement, tout va bien. Voilà. Alors pourquoi m'interrogez-vous? Parce que je voulais avoir votre avis et ça m'a pas surpris. Vous voyez, votre réaction ne m'a pas surprise. On n'est pas là pour se faire des surprises. Mais pour commenter comment se passe dans un pays qui a un problème avec la démocratie, tous les moyens sont bons dorénavant. Quand quelqu'un apparaît dans le paysage pour le liquider, c'est les méthodes des macronistes. C'est ça le régime macronien. Alors Madame Royal, elle fait bonne figure, elle fait ce qu'elle peut. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle dise? Elle va pas dire non, je suis au-dessus des lois. Hein. Non, personne n'est au-dessus des lois. Mais c'est ça leur diabolique art de faire les choses. Mais la démocratie, elle est en cause dans ce cas-là. Elle est en cause dans les violences policières. Elle est en cause dans la manière avec laquelle on va nous faire délibérer au Parlement sur la loi retraite. On va y venir, bien sûr. On va parler de votre proposition. Je vous en prie. Vous êtes venu pour répondre à mes questions, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Je suis venu pour parler des sujets de l'actualité. Très bien. Mais vous allez quand même répondre à mes questions. Donc...
Je vois pas le moyen de me passer de vous. Ouais, bon, bah, vous voyez, et pareil. Alors, juste un mot dans ce qui... Quand je vous Ça, disais... c'est gentil, ça. Bah oui, vous voyez. Attendez, je veux le noter. Quand je vous disais que je suis pas surprise, c'est parce que, apparemment, dès qu'il y a quelqu'un qui a des démêlés d'une façon ou d'une autre avec la justice, vous le soutenez. Parce que vous l'avez dit aussi pour Carlos Ghosn. Vous avez dit les droits de l'homme et de la défense s'appliquent pas en fonction des critères de classe. Monsieur Ghosn, il y a le droit comme les autres. La maltraitance à laquelle s'est livrée la justice japonaise est inacceptable. Et là aussi, vous avez été un des rares politiques à l'avoir défendu. Ça veut dire que maintenant, en fait, tous ceux qui ont affaire à la justice, pour vous, sont des alliés. C'est curieux que vous soyez comme ça. Non, mais... C'est curieux, hein. Vous arrêtez qu'à la forme, vous intéressez pas au contenu. J'ai dit que les droits de l'homme, écoutez-moi, Ruth Elkria, parce que le nombre de fois où vous m'avez fait des procès en me braillant à la figure Venezuela, Cuba, blablabla. Moi ? La presse en général et vous comme les autres. Et que moi je vous dis, vous m'entendez, je parle d'un patron que j'ai combattu parce que j'ai appuyé les syndicats de chez Renault et que je continue à les appuyer. Et que je vous dis que cet homme a des droits qui sont les droits de tous les êtres humains. Eh bien, je persiste et signe et je signe. Et je dis, Monsieur Carlos Ghosn a droit à un procès honorable, Monsieur Carlos Ghosn a droit aux droits de l'homme. Et ça vous surprend. Mais non, mais justement, c'est ce que je vous dis, ça ne me surprend pas. Ah bon, non, mais la traduction que vous en avez fait, c'est Mélenchon est contre la justice. Vous voyez comme vous êtes c'est ce que vous venez de faire. En tout cas, je ne suis pas contre la justice, madame. Il m'arrive d'être contre une politique de la justice, celle des Japonais en particulier à l'égard de M. Ghosn, ou celle des macronistes qui ont maintenant utilisent la justice sous la houlette de Mme Belloubet pour régler leurs comptes politiques. Ben, je dis les choses au moins, non ? Il vous a remercié en tout cas. Il a dit qu'il rendait hommage à votre déclaration qui était une conviction. C'est surprenant et honnête. Allez, on va passer aux retraites, oui. et à la grève, deuxième jour de grève à l'appel de l'intersyndicale, c'est de mouvement depuis hier, mais 42e jour de grève. Aujourd'hui, le trafic reprend un peu. Il s'améliore assez nettement dans les métros et dans les bus. Et les Français et les Franciliens sont quand même soulagés. Vous avez dit sur votre blog, c'est un moment décisif, le fond de l'air est bon, il faut tenir bon. Malgré tout, est-ce que vous n'emmenez pas les grévistes dans une impasse ? Oui. Alors, je crois que je vais arrêter d'écrire et de parler, parce que si j'écris et je parle, je pense m'exprimer bien, plutôt bien, quoi, je veux dire à la moyenne. Hein. Plutôt mieux que d'autres. Moi, je dis, quand je dis le fond de l'air est bon, ce n'est pas pour dire « Waouh, c'est formidable, la situation est magique ». Non, parce que les gens souffrent horriblement. Dans 2 ou 3 jours vont arriver des feuilles de paye avec marqué 0 € dessus. J'en profite parce que je suis ici pour dire que la direction de la RATP, la direction de la SNCF, dont l'actionnaire principal, dont l'actionnaire est l'État ou les collectivités locales, je leur dis, vous devez faire preuve d'humanité, étaler le manque à gagner des grévistes. Ne leur infligez pas une feuille de paye à 0, parce qu'ils ont des familles, et ils font tout ça pour les leurs, et ils le font pour beaucoup de Français. Par conséquent, quand je dis que le fond de l'air est bon, c'est pas parce que la lutte est là et qu'on est obligé de galérer comme galèrent aujourd'hui les grévistes. C'est parce qu'il y a une conscience politique qui va dans des milieux qui n'étaient pas les nôtres. C'est-à-dire que les milieux des salariés, les milieux populaires, ceux des Gilets jaunes, ou ceux de la SNCF... qui existent depuis Laissez-moi longtemps. juste finir ma phrase, vous allez voir... les avocats, on n'était pas habitués à aller voir dans la lutte. Vous les soutenez ? Eh bien, évidemment, vous connaissez leurs raisons. Oui. Est-ce qu'il faut que j'explique le problème de la caisse de retraite mais des avocats ? Je veux juste savoir que vous les soutenez. Évidemment, que font tous ces gens ? Ils sont en train de réaliser que le monde auquel ils croyaient, les valeurs auxquelles ils croyaient, ne fonctionnent pas. Que c'est un monde, une société qui n'est pas en état de répondre à leurs demandes élémentaires de justice, d'équité. Ça ne répond plus. Donc, de catégorie sociale, vous attendiez à voir les petits rats de l'opéra dans la lutte ? Non, ben moi non plus. C'est un régime spécial. Bon, et ainsi de suite. Profession, après qu'on ait pris des grands airs pour parler des régimes spéciaux, on découvre qu'il y a des raisons spéciales à ce qu'il y ait des régimes particuliers pour toutes ces professions. Et c'est cette conscience-là qui s'étend, dont je trouve que c'est bon. Et d'accord, donc c'est pas de continuer la grève qui est bon, parce que je voudrais qu'on écoute, et c'est intéressant ce que vous m'avez dit sur le fait que les grandes entreprises, notamment RATP, SNCF, doivent faire des efforts dans la négociation pour sortir le mieux possible de la grève. C'est ce que vous dites aujourd'hui. Moi, je peux pas regarder. Il ne faut pas humilier les grévistes, moi, il faut les aider. Je ne peux pas regarder tant de braves gens avec qui je me retrouve sur les piquets à discuter avec l'un et l'autre. C'est pas moi qui fais grève. Moi, je cotise aux caisses de grève avec mes camarades, comme vous le savez, mais ça peut pas aller plus loin que ça. Après, je tiens mon front à l'Assemblée nationale. On va y venir, mais quand même, ça recoupe ce que disait Laurent Escure, le patron de l'UNSA, un des syndicalistes, un des syndicats réformistes. Il y a du bouche à l'oreille
qui est en train de se faire sur les avancées qui avaient été mises sur la table, pendant que certains disaient non, il n'y a rien qui a bougé. Et il faut faire le retrait. Et j'ai vu hier Jean-Luc Mélenchon participer à des assemblées générales de grève dans ces entreprises, appeler à la grève générale. Et les salariés se rendent bien compte que dans les autres secteurs d'activité, ce qu'on leur avait promis à la CGT ou avec Mélenchon d'un embrasement social n'arrive pas. Et finalement, ils se rendent compte aujourd'hui que pour certains, ils ont fait un peu grève pour rien. Sauf que c'est pas Jean-Luc Mélenchon qui remplit le frigo à la fin du mois, quoi. Oui, donc il dit, vous avez un peu... C'est d'une bassesse totale. C'est d'une bassesse totale. Alors donc, on n'a plus le droit de soutenir une grève. J'apprends donc par monsieur Laurent Escure. Oui, je l'ai connu. Quand il était gamin, il était à la gauche socialiste et il était révolutionnaire. Il me trouvait trop mou. Hein. Je vois qu'il a bien évolué et curieusement. Mais c'est d'une bassesse totale. Donc si je soutiens des grévistes, c'est moi qui vide le frigo. Non. Celui qui vide le frigo, c'est celui qui fait durer la lutte, qui oblige les gens à de tels sacrifices. Le responsable, c'est M. Macron. Et je suis désolé d'avoir à le rappeler à un syndicaliste qui se disait socialiste. Il y a quand même une idée qui tourne autour du fait que on vous a vu tous les jours sur un lieu, sur un entrepôt. Tous les jours, n'exagérez pas. Presque tous les jours. Souvent, disons. Souvent ces derniers temps. Et on s'est dit, voilà, il a envie de se refaire une santé, il a envie de parler à ses électeurs, peut-être de les convaincre de voter pour lui plutôt que pour Marine Le Pen, et puis de faire oublier un peu ses mésaventures des années précédentes, de l'année dernière. Non ? C'est curieux que vous n'imaginiez que les gens ne peuvent avoir que des motifs... Vous êtes un homme politique, allez. Vous n'allez pas me faire croire que, bien sûr, vous avez des convictions. Et alors, c'est une tare ? Non, pas du tout. Vous êtes journaliste, c'est pas une tare. C'est ça. Il y a des jours, on se demande, parce que comment vous osez me dire, je fais tout ça pour quoi ? Pour moi-même. Mais vous savez quel âge j'ai ? Ma vie est faite, madame. Je pourrais rester chez moi tranquillement. Je pourrais être à la retraite. Je suis dans la lutte. Je participe à leur vie. C'est ma raison d'être, c'est eux. Ce qui me donne du sens à ce que j'aurais fait toute mon existence. C'est ça. Alors voilà pourquoi j'y suis. Quant au reste, nous verrons. Nous verrons. Et nous verrons bien ce que ça donnera à la fin dans la mentalité des Français. Oui, parce qu'à un moment ou un autre, il faudra qu'ils prennent des décisions politiques, moi aussi. Mais c'est pas une nouveauté. J'ai pas besoin d'une grève pour ça. Non, ne détournez pas le sens de notre engagement. Nous sommes des hommes et des femmes de conviction. Et nous mettons nos actes en rapport avec nos convictions. On essaye de le faire aussi bien qu'on peut. Voilà. Parfois, vous n'allez pas trop loin. Je pense à une phrase. C'est vrai qu'on nous a accusés, nous journalistes, et moi je l'ai entendu, d'utiliser la phrase classique de prise en otage, alors qu'il y a des événements dramatiques, et de ne pas utiliser cette expression. Et je l'ai entendu comme journaliste, j'ai trouvé que oui, peut-être que cette expression était trop violente. Vous, hier à Vitry, vous n'êtes pas allé de main morte, lundi. C'est un attentat, un coup de force qui est fait contre la démocratie et contre la démocratie sociale. C'est fort, quoi. C'est quand même un mot. Mon Dieu, vous avez eu peur. Aussitôt, vous vous êtes regroupés en vous disant, mon Dieu. Oui, non, mais vous vous fichez de moi ou quoi ? Mais non, parce que... Maintenant, c'est la tactique. Toutes les semaines, on prend un mot. Alors, attentat, d'accord, vous allez ouvrir votre dico, vous allez vous référer à vos œuvres, et comme je l'ai dit l'autre jour à vos collègues, qui sont déjà venus me chercher sur attentat, il y a d'ailleurs une de nos camarades qui a gagné un pari, qui a dit ça, c'est le mot de la semaine. Donc attentat, c'est une manière de brutaliser un ordre particulier. Ça vaut dans le privé et dans le public. Pour ceux que ça intéresse, la littérature, il se trouve que je pensais à Cinna de Corneille, dans lequel il est question de savoir si le pouvoir est un attentat ou pas. Voilà. Attentat, ça veut dire que c'est une agression. J'ai dit c'est une agression contre la République sociale. Oui, contre sa logique, contre la répartition qui en est le cœur. Voyez-vous, vous nous avez pris de très haut souvent en disant « vous faites des procès ». Moi, je vous ai toujours dit « il y a un agenda caché à la retraite à point ». L'agenda caché, c'est la capitalisation. On lui a dit « mais pas du tout, monsieur Mélenchon. Regardez, c'est une par répartition ». Or, dans la loi qui a été présentée au Conseil d'État, il y a un chapitre qui dit « il faut que la capitalisation se développe ». Et on traduit dans la loi le contenu d'une ordonnance qui renvoie à la loi Pacte, pardon, c'est un peu technique, dans lequel tout ça a été voté. Et quand ça a été voté, nous, les Insoumis, nous avons dit, attention, alerte, c'est le fond du sujet, on est en train d'installer en France un régime par capitalisation. Et ça commence dans la loi, avec le fait que vous savez que tous les cadres supérieurs qui gagnent plus de 2 fois le plafond de la sécurité sociale ne cotiseront plus à la Sécu et n'auront plus de droits après. Et alors, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont, comme beaucoup de Français,
qui pensent à leur retraite, ils vont essayer d'acheter un petit logement, ils vont essayer de faire des économies, ils vont essayer de placer leur argent et de faire de l'épargne, de l'assurance vie. C'est ce que vous appelez la capitalisation du système de retraite. C'est un peu ce que tous les Français font, essayent de faire. Déjà. Voilà. Vous avez raison, vous avez raison, non, vous avez toujours raison. Non. Tout va bien, non, tout est parfait. Pas vrai, c'est pas vrai. Écoutez, aujourd'hui, les gens qui ont des retraites complémentaires, pourquoi en ont-ils? Parce qu'ils en sont joyeux, ils adorent avoir des retraites complémentaires. Non, parce que leur retraite normale ne suffit pas à couvrir et leur permettre de récupérer leur niveau de salaire. Eh bien, demain, ce sera pire. Et ça va coûter. Parce que les cadres supérieurs, on peut exciter la jalousie des gens contre eux, parce qu'ils sont à 10 000 euros par mois, mais ces gens-là rapportent au régime de retraite 4 milliards. Et la réforme va coûter, sur les années considérées, 72 milliards de trous dans le système des retraites. Alors, ne prenons pas cette terre évangélique en disant « Ah, c'est tout le monde qui le fait déjà, donc ça continue ». Non, c'est un coup dur qui est porté contre le système de retraite par répartition. Et donc, dans quelques années, je ne sais pas qui sera sur ce plateau, on lui dira « Mais alors », s'il y a encore des gens qui défendent, on leur dira « Mais alors, vous voyez bien, c'est en déficit, il faut le financer autrement ». Donc, que se passera-t-il? On dira « Tout le monde touche une petite retraite, et pour les autres, alors une petite, 1 000 euros, 900 euros, et puis pour le reste, chacun se paye ce qu'il peut. Eh bien, madame, premièrement, c'est injuste, y compris par rapport au cadre supérieur. Deuxièmement, c'est un mauvais coup contre l'économie, parce qu'il va falloir qu'ils cotisent plus qu'ils ne cotisaient pour le régime général, et donc ils auront moins de pouvoir d'achat, et donc l'activité économique tournera moins. Je vous en prie, il faut essayer de s'élever, non pas à l'addition des cas considérés, mais à l'intérêt général du pays. Comment on fait tourner pour que ça fonctionne? Voilà. Eh bien, la solidarité, l'entraide est la méthode la plus efficace économiquement. Pas le chacun pour soi par capitalisation. Bon, mais je ne vais pas donner la thèse du gouvernement qui dit qu'au contraire, cette réforme est solidaire. C'est quelque chose qui sera discuté au Parlement. Et d'ailleurs, vous voulez une motion de censure au Parlement avant même la discussion du projet de loi. Vos amis ou pas, d'ailleurs, vos collègues socialistes et communistes, ils ont dit tout de suite non, on ne veut pas de motion de censure. Oui, vous savez, des fois, il arrive qu'on ait un débat de censure avant même que le gouvernement ait commencé la première mesure. Ça fait partie des droits de l'opposition de dire nous sommes en désaccord total avec ce que vous êtes en train de faire parce que la loi retraite a à voir avec beaucoup d'autres choses et cet ensemble, nous sommes contre. Donc, qu'on ne me dise pas qu'on n'a jamais vu une censure avant. Figurez-vous, Ruth Elkrief, qu'il y a pire. Il arrive que des fois arrive un texte à l'Assemblée nationale et que la première motion qu'on met en débat, c'est une motion de rejet. Donc c'est une pratique parlementaire tout à fait habituelle. Alors qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on va écouter... Attendez, je peux quand même dire mon point. Pourquoi on fait ça, nous? Parce que chacun doit être sur son front. Les gens sont dans la grève et ils ont besoin qu'il y ait des relais, que le débat soit continuellement nourri et que l'opposition au gouvernement se donne à voir. Ça veut dire qu'il faut qu'il passe de la rue à l'Assemblée pour vous. Ça y est, la rue c'est fini la rue, il faut maintenant aller à l'Assemblée. Non, non, Ruth Elkrief, même au détour d'une phrase. Non, je n'ai pas dit la rue, comme vous dites, parce que... Non, la rue, c'est bien les manifestations. Oui, j'ai compris. Bon, j'ai déjà connu ce débat-là. Ne faites pas penser que je le dis de façon méprisante. Mais vous venez de dire à l'instant, pour vous, monsieur Mélenchon, la rue, c'est fini. Oui, il faut aller à l'Assemblée. C'est ce que vous dites. Mais madame, on n'a pas besoin d'aller à l'Assemblée, on y est déjà. La lutte sociale a lieu. Il y a la démocratie, c'est en tout. Il y a la lutte sociale, ça participe de la démocratie. Donc il faut la continuer. La grève doit continuer. Mais c'est pas à moi, la grève, elle appartient aux grévistes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, madame Elkrief? Depuis ce plateau, c'est moi qui vais décider de la grève des autres. Je ne peux faire qu'une chose, dire, vous avez choisi la grève, les gars, les filles, je suis avec vous. On cotise, et puis on mène la bataille sur notre front, le Parlement, avec la motion de censure. Alors, évidemment, on me dit, moi, je vous cache pas que je suis tombé de l'arbre. Je m'attendais pas à ça, hein. Des arguments pareils pour des parlementaires aussi chevronnés. Mais après, je me suis dit, j'ai été naïf. Parce que c'est vrai que la présidente du groupe socialiste, on l'écoute, parce Valérie que Rabault... justement, on va l'écouter. Valérie Rabault. Nous, on dit non pour 3 raisons. La première, c'est qu'une motion de censure, ça conclut un processus. La deuxième raison, c'est qu'à l'initiative du groupe communiste à l'Assemblée nationale, il y a un intergroupe parlementaire qui s'est monté, aussi avec nos collègues du Sénat, pour dire ce que peut être une réponse de la gauche
à la réforme des retraites. Je constate que la France Insoumise n'a pas souhaité y participer. Moi, je le regrette parce que je pense que dans une démocratie, il faut toujours aussi pouvoir participer à une phase de proposition. Et enfin, les retraites, ça engage tous les Français. Et parce que ça engage tous les Français, on doit fournir ce travail, on doit fournir ces propositions. Et évidemment, si vous allez à une motion de censure, vous vous privez de toute cette phase-là. Donc c'est pour ça que nous disons non à la proposition de Jean-Luc Mélenchon. Voilà, elle a expliqué pourquoi. Alors bon, je vous ai déjà répondu. Dire qu'une motion de censure conclut un débat, c'est une nouveauté absolue. Deuxièmement, elle dit, parce que c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça se passe. Des motions de censure ou des motions de rejet sur une loi, ça peut venir à n'importe quel moment. Deuxièmement, la réponse et les propositions. Bon, ils ont fait un groupe de travail. Nous, de temps à autre, on signe des choses. Oui, et vous n'êtes pas, apparemment. Nous avons fait une proposition, je vais y venir, vous inquiétez pas. Nous avons fait une contre-proposition à propos de la loi retraite. On a fait une contre-proposition. Il y a donc un document qui a été remis à tous nos collègues. Donc si on veut connaître notre point de vue, il est parfaitement possible d'y accéder. C'est déjà une contre-proposition. La vérité, Madame Elkrief, c'est que nous débarrassons la pratique politique de l'hypocrisie et des faux-semblants. Madame Rabault est pour la retraite à points. Pourquoi elle ne le dit pas ? Elle l'a dit dans le journal Libération. Elle dit oui, la retraite à points, mais pas celle-là. Alors c'est mi-chèvre, mi-chou, un peu, pas beaucoup, etc. Nous, c'est clair, on est contre, et on est pour revenir à un système par répartition, la retraite, à 60 ans, et 40 annuités pour le financer. On a montré comment on le finançait. Alors on peut maintenant nous dire, voici pourquoi vous vous trompez et autres. Mais il ne faut pas dire on ne sait pas ce qu'on veut. Si, on sait exactement ce qu'on veut et on sait comment le financer. Mais je dis que l'attitude de Madame Rabault, alors après les communistes, j'ai pas compris pourquoi ils ont suivi, c'est peut-être parce que c'est la lune de miel municipale. Ils veulent pas que vous soyez leur chef de file, ils veulent chacun donner leur avis. Et ils veulent pas que vous les représentiez, en quelque sorte. Mais madame, vous ne connaissez même pas la procédure, je vois. Nous avons déjà déposé 3 motions de censure en commun. Donc quand vous déposez une motion de censure, tous les groupes ont la parole. Donc tout le monde a la parole, pas seulement moi. Et moi d'ailleurs, j'ai le dernier. Alors par conséquent, c'est pas pour moi que je fais ça. Donc chacun a la parole à tour de rôle, il n'aurait été privé de rien du tout. Tout ça, c'est de l'argutie. Mais le Premier ministre est interpellé, il vient, il s'explique, nous on lui explique globalement pourquoi on est contre, et on vote. Et ça veut dire que chaque parlementaire, individuellement, vous comprenez, est obligé de dire ce qu'il pense. Donc il y a un certain nombre de gens qui se trouveraient mis au pied du mur. La République En Marche qui gesticule et qui font semblant d'être pour, d'être contre, on ne sait jamais ce qu'ils veulent, à la fin ils votent quoi ? Ceux qui sont les Républicains, par exemple, peut-être qu'ils vont déposer une motion de censure, les Républicains. Mais peut-être à la fin. Peut-être à la fin. Peut-être au début, on la votera. De toute façon, je l'ai déjà dit. Oui, bien sûr, nous voterons les motions de censure. Mais je déplore que la gauche, en tout cas toute la gauche de l'hémicycle, ne puisse pas avoir l'initiative. Et c'est à ça qu'a abouti l'attitude de Madame Valérie Rabault, qui en plus, je trouve, dans cette circonstance, est extrêmement méprisante. Pourquoi elle est à ce point contre les faits ? Personne n'est interdit de parler, c'est le contraire. Tout le monde parle dans une motion de censure. Depuis hier, il y a une inflexion dans le discours du gouvernement sur ce qu'on appelle les violences policières. Certains disent des dérives individuelles d'une minorité. Vous dites une violence un peu systémique, entre guillemets. On va écouter Emmanuel Macron très rapidement. Il parlait pendant les vœux à la presse tout à l'heure et il reposait cette question. Je ne connais aucun policier, aucun gendarme qui s'engage dans la police ou la gendarmerie pour être violent. Je pense qu'il faut remettre les choses au bon endroit et dans le bon ordre. Il y a une violence de rue qui s'est installée dans notre pays. Il nous faut évidemment non seulement la réprimer, la combattre avec beaucoup de clarté, la sanctionner à chaque fois qu'elle existe. Et je serai intraitable sur le sujet. Il nous faut aussi en comprendre les prémices, et ça c'est un travail politique, moral, sur notre propre pays. Je serai intraitable sur les violences qui s'installent dans la rue, et hier il a dit aussi qu'il serait strict et qu'il demandait le respect de la déontologie pour les policiers qui avaient fait des dérapages. Il était temps parce que... ça fait plus d'1 an que ça dure maintenant. J'ai alerté, alors au début on disait qu'on était excessif, qu'on nous opposait comme s'il y avait la violence de la rue et la violence de la police. Mais elle n'a rien à voir. Et je le redis au président de la République. Bon, déjà c'est bien qu'il ait dit ça ne peut pas durer comme ça. L'usage de la force dite légitime, c'est la force de l'État. Personne n'a jamais vu une société où on s'en soit passé. Par conséquent, si on veut que la violence, que la force
reste au collectif, c'est-à-dire à l'État, il faut qu'elle soit appliquée avec mesure, avec raison, et qu'elle soit contrôlée en pensant que c'est un métier d'avoir recours à la force. Donc on ne fait pas un policier avec quelqu'un qui passe à qui on donne une matraque, hein. C'est un métier. Et donc, il y a aussi la nécessité pour les dirigeants de bien encadrer la pratique de ce métier. Dans le passé, je rappelle, et le journal Le Monde a très bien fait de republier la lettre du préfet Grimaud, qui s'adressait aux policiers en 68 en disant « Il y a des limites, je sais que vous n'aimez pas entendre ça, mais je vous le dis quand même, je suis votre préfet. » Et moi, j'ai le souvenir ému de Bernard Delplace, dirigeant syndicaliste de la police, qui disait « Frapper un homme à terre, c'est se déshonorer ». Eh bien, les dirigeants doivent avoir la plus grande... fermeté pour que les choses ne dérapent pas. Parce qu'on comprend que des hommes enfermés pendant, et des femmes enfermés pendant des heures à des images attendre, pendant que vous parlez. Oui, ils ont reçu des pavés, ils ont été agressés aussi, oui, les policiers. Oui, mais ce n'est pas pareil, écoutez-moi. Qu'il y ait de la violence, il y en a toujours eu. La maîtrise des événements. Là, vous montrez des images, pardon, mais... Oui, non, mais il y en a des deux côtés. Il y en a des deux côtés. Non, il n'y a pas deux côtés, arrêtez. Il n'y a pas deux camps, il n'y a pas deux côtés. Il y a la police républicaine, qui est la police du peuple, qui est là pour garantir la tranquillité, la paix. Ce ne sont pas des forces de l'ordre qui attaquent des gens, les nassent, leur tirent dans la figure. C'est pas ce qu'ils ont fait tous, quand même. Ne me dites pas ça. Il y a eu des incidents, il y a des enquêtes. Vous le reconnaissez. Bien sûr. Mais où il y a bien sûr. des enquêtes, pardon? À il y a des l'Inspection enquêtes générale de la police nationale, et il y a même... oui, d'accord. Il y a même des enquêtes... Oui, c'est bien ça, c'est très intéressant. Le résultat est toujours le même. Il n'y a pas de coupable, on ne sait pas qui c'est. Donc comprenez bien ce qui se passe. Il ne s'agit pas de dire, d'être dans l'alternative. Ou bien tous les flics sont inacceptables, ou bien on doit tout accepter. Non, il faut avoir le sens de la mesure dans l'usage de la force. Et donc il faut qu'on rappelle sans cesse les règles. Mais je pense qu'il y a maintenant un grand problème, parce que nous avons au moins un syndicat qui menace les juges, assiège un parti politique et tient des propos quasi séditieux à l'égard du ministre de l'Intérieur, c'est un syndicat de police. Ça va trop loin. On ne peut pas accepter ça, enfin. Vous le comprenez, ça? Syndicat Alliance qui... Oui, mais vous le comprenez ou pas? Oui, ça va trop loin. Vous vous rendez compte qu'on en vient à dire c'est un comportement normal de tirer à bout portant? Ou ceux qui ont tiré en l'air, qui ont tué cette pauvre Madame Redouane là-bas, à Marseille, au 4e étage? Enfin, c'est pas possible, ça. Donc, ce que nous voulons, c'est que on adopte des règles qui interdisent le recours à la force excessif. Le président de la République vient de dire « Je suis prêt à entendre les propositions ». C'est nouveau, parce que des propositions, on a déjà fait. Le député Alexis Corbière a déposé une loi contre l'usage des grenades de désencerclement et l'usage des LBD. La députée Danielle Obono a, il y a plus d'un an, déposé une loi pour interdire les plaquages au sol qui ont donné comme résultat désastreux la mort de ce pauvre homme, père de 5 enfants, parce qu'il est livreur, vous voyez. Mais tout ça est terrible, Madame Elkrief. Ce ne sont pas des petites choses, c'est notre vie commune qui est en cause. Aussi, et dans le même temps, vous dites merci à ces policiers qui aussi défendent... Mais pourquoi vous faites ça? Oui, non, mais est-ce que le sujet, c'est de dire merci? Merci aux pompiers, merci aux infirmiers, merci aux docteurs, merci à vous, madame, qui m'interrogez, merci au monsieur qui met la lumière. Enfin, c'est pas le sujet. On parle de notre manière d'organiser la vie en société et de dire clairement que certaines choses, madame Elkrief, ne sont pas acceptables. Et elles le sont d'autant moins que certains incarnent la force publique. Madame Elkrief, quand les gens commencent à prendre peur des policiers, ce n'est pas une bonne chose. Dans un pays tranquille, on n'a pas peur. C'est dans certains pays qu'on a peur. Les gens ont peur. Je suis d'accord, mais c'était pas un pays tranquille à certains moments. Ce n'était pas un pays tranquille lorsque des manifestants Il y a des moments où ça ne l'est étaient pas. très agressifs dans les rues. Mais Madame Elkrief, vous avez pour vous la force de l'oubli. C'est que, par exemple, si on se souvient de cette scène terrible qu'il y avait eu autour de l'Arc de Triomphe, tout le monde oublie ce qui s'est réellement passé. La vérité, c'est que des milliers de gens ont été pris dans une nasse et que ça ne pouvait que mal tourner. Que des gens ont été battus, roués de coups au sol, nassés je ne sais combien de fois, tout ça est une violence totalement disproportionnée. Donc, la police doit être dirigée, elle doit servir et obéir, et c'est d'ailleurs l'idéal pour lequel des gens s'engagent dans la police. Là, le président de la République a raison, les gens ne s'engagent pas dans la police pour aller tabasser les gens dans la rue. Non, parce qu'ils pensent qu'ils ont une mission qui sert aux autres, et ils ont raison. C'est pour ça qu'on a une police républicaine. Et moi, à chaque fois, j'ai pas peur des mots. Quand ça va trop loin, j'ai pas peur de ce que vous allez dire sur votre plateau ou d'autres. Je dis, vous vous rappelez la scène que vous m'avez fait à propos de Barbare? On m'avait volé un mot dans un truc, j'ai dit, faites attention, j'ai dit à un gars qui avait les cheveux blancs, courez pas devant, hein, c'est des barbares. Ah mon Dieu, que n'avais-je pas dit? Alors, aujourd'hui, quelqu'un va me dire, c'est pas de la barbarie d'avoir mis dans tel état les pauvres gens qui ont été énucléés, mutilés ou tant d'autres choses?
Merci beaucoup, merci d'être venu Ah, sur vous voyez, notre vous me plateau. dites merci. Merci. Vous voyez, je vous avais dit dire merci, moi aussi je peux dire merci. Ah, vous voyez, tout Merci arrive. d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à mes Merci. questions.